Le SFDO, ainsi que des structures représentant l'ostéopathie et quelques personnes qualifiées, ont participé à des travaux de la MIPROF dans le cadre des violences faites aux femmes et présenté le 22 novembre 2022. Il était représenté par Mariette Veillard, référente de la Commission sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et Cyril Pernaut, délégué général et responsable juridique du syndicat. Qu'est-ce que la MIPROF ? La MIPROF, c'est une structure qui est rattachée à plusieurs ministères et elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est la protection des femmes contre les violences et le second objectif, c'est la lutte contre la traite des êtres humains. Le but des travaux de la MIPROF, c'est de mettre en place un guide pédagogique à destination des professionnels en cabinet pour aider dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Quelle est la définition des violences faites aux femmes ? En synthèse, la définition des violences faites aux femmes adoptée par la France est « La violence à l'égard des femmes doit être comprise comme une violation des droits humains, des droits de l'homme, et est une forme de discrimination à l'égard des femmes. » Nous allons essentiellement parler de femmes victimes, car dans les données statistiques internationales, les femmes sont bien plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes. Bien entendu, cela n'enlève rien à l'existence des violences faites aux hommes. La prise en charge d'un homme victime de violences sexuelles par un ostéopathe serait exactement la même que la prise en charge d'une femme victime de violences sexuelles. En 2021, 143 femmes sont décédées victimes de leur partenaire, qu'ils soient réguliers ou non. Dans le même temps, 21 hommes sont morts. Il ne faut pas oublier que les enfants sont souvent des co-victimes des violences au sein du couple. 12 enfants sont morts en 2021 sous les coups d'un de leurs parents. En France, chaque année et en moyenne, 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce sont 18 000 hommes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol lors de la même période. 9 agressions sur 10 sont perpétrées par une personne connue de la victime. Dans ces deux cas, 50% des femmes ne font aucune démarche, soit auprès de professionnels, soit auprès des forces de l'ordre. Quelle est la différence entre les termes conflit et violence ? Les violences diffèrent des disputes au sein du couple. En effet, qu'un couple se dispute, rien de plus normal. Mais, tant que chacun garde son autonomie et se respecte, on ne parle pas de violence au sein du couple. Dans le cadre de violence, il s'agit d'une domination et d'une prise de pouvoir d'un agresseur sur une victime. L'agresseur veut contrôler et détruire sa victime. Quelles que soient les explications ou les justifications qui peuvent être données, le seul responsable est l'auteur des violences. Quelles sont les sanctions prévues par la loi ? L'ensemble des violences, quelles qu'elles soient, sont sévèrement réprimées par le code pénal. Les peines de prison peuvent aller de 2 à 10 ans, voire même 20 ans de réclusion en cas de crime. Les amendes encourues peuvent aller de 45 000 € d'amende à 100 000 € d'amende. Dans le cadre de ces infractions, il y a également souvent des décisions qui sont prises en matière d'autorité parentale, mais nous ne les développerons pas ici volontairement. Quels sont les différents types de violences au sein du couple ? Les violences au sein du couple peuvent être très nombreuses. Elles peuvent être verbales, des disputes, des cris ou des menaces. Elles peuvent être physiques, avec des bousculades, des morsures, des coups, bien entendu. Elles peuvent être psychologiques, comme de l'intimidation ou de l'humiliation. Mais elles peuvent être sexuelles, comme des agressions de viol ou des pratiques imposées. Les conséquences sont également matérielles, comme par exemple le lancement d'objets à la tête de son conjoint. Mais elles sont aussi économiques, avec un contrôle des dépenses. Les violences peuvent aussi passer par la confiscation de documents officiels comme la carte vitale ou la carte nationale d'identité ou encore le passeport. Elles peuvent également avoir des conséquences sur la parentalité. Enfin, force est de constater qu'il y a 2 moments précis au sein du couple où les violences peuvent s'amplifier, un état de grossesse ou une rupture conjugale annoncée. Et depuis quelques années, sont apparues avec l'essor des réseaux sociaux les cyberviolences, parmi lesquelles on trouve le piratage du téléphone, la géolocalisation, la publication de photos sur des réseaux sociaux sans autorisation, voire même la prise de contrôle de l'ordinateur ou du téléphone de la victime par l'agresseur. Pouvez-vous nous expliquer le cycle de la violence ? Les victimes se retrouvent très régulièrement plongées dans un cercle vicieux qui est composé de 4 étapes. La première étape, c'est la mise en place d'un climat de tension. L'agresseur est tendu, a des accès de colère. La victime est inquiète, elle fait attention à ses moindres gestes et ses moindres mouvements. Vient ensuite le passage à l'acte, violent ou agressif. L'agresseur violente l'autre personne avec des violences verbales, physiques, ou des violences psychologiques. La victime se sent humiliée et est en colère. Vient ensuite les justifications. L'agresseur s'excuse, minimise son agression. Et la victime tente de comprendre et de donner des explications. Elle veut l'aider à changer. Enfin, arrive la phase de rémission. L'agresseur demande pardon. Il dit même qu'il va aller consulter. Il menace parfois de se suicider. La victime, de son côté, reprend espoir, car l'agresseur lui paraît avoir changé. Et le cycle recommence. Qu'appelle-t-on violence sexuelle ? Les violences sexuelles recouvrent des situations
parmi lesquels une personne impose à une autre un comportement ou des propos que la personne n'a pas souhaité. Parmi les violences sexuelles, il y a le harcèlement, l'agression ou le viol. Des regards appuyés sur les seins, sur les fesses, sont synonymes d'un harcèlement sexuel. Des frottements, des pincements, des mains posées sur les cuisses, sur le sexe, sont une agression sexuelle. Le viol est quant à lui un rapport sexuel imposé. Le viol est défini comme tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration est visé, qu'il soit buccal, vaginal, anal, par le sexe, par un doigt ou par un objet. À quoi correspond la notion de consentement ? Le consentement est primordial. Tout acte doit être consenti par les deux personnes. Et ce consentement doit être absolument réciproque. Il peut être verbal, il doit être libre et éclairé, il doit être donné par la personne elle-même, il est temporaire et il peut être retiré à tout moment. Il n'y a aucun consentement dans les cas suivants par exemple. Le consentement est donné par un tiers, ou si la personne n'a pas la capacité à donner son consentement. Elle est sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de médicaments par exemple, ou si elle est endormie. Si la personne est agressée ou violée alors qu'elle a déjà subi une violence auparavant, elle n'a pas donné son consentement. Une phrase très importante à retenir. Ne pas dire non n'est pas un synonyme de consentement. Quelles sont les stratégies utilisées par l'agresseur et quel impact sur les victimes ? Il est indispensable de rappeler qu'il n'existe pas de profil type. Toutes les personnes, tous les milieux socio-professionnels sont concernés. Rappelez-vous que dans 90% des viols ou des agressions sexuelles, la victime connaît son agresseur. Dans l'immense majorité des cas, l'agresseur est tout à fait conscient des actes qu'il commet. Il met en place et développe des stratégies. Parmi ces stratégies, l'agresseur utilise l'isolement, l'imprévisibilité. Il reporte systématiquement la responsabilité sur la victime. Il la culpabilise. Il impose le silence en la menaçant de représailles. Il utilise, au sein du couple, les enfants. Et c'est également une personne qui est irréprochable au regard des amis ou de la famille de la victime. Il met tout en œuvre pour aboutir à ses fins. Ces stratégies engendrent chez la victime des sentiments divers et variés. Elle a une perte d'estime de soi, elle se dévalorise, elle a souvent honte, elle minimise régulièrement les violences. Elle vit dans un état d'angoisse permanent. En effet, qu'adviendra-t-il d'elle si le couple se sépare ? La maison, le salaire, les revenus. La victime apparaît très régulièrement comme ambivalente et confuse. Le seul responsable est l'agresseur. Aucune tenue vestimentaire, qu'un mot, aucune parole, aucune action ne peuvent entraîner un viol ou une agression sexuelle. Quelles sont les conséquences des violences pour les victimes ? Il n'y a pas de symptomatologie typique. Il n'y a pas de profil type de la femme victime. Bien entendu, parmi les conséquences, il y a les conséquences physiques, les fractures, les brûlures, la fatigue intense, les hématomes, les douleurs chroniques. Il y a également les conséquences psychologiques, les états dépressifs avec le risque de suicide ou encore l'automutilation. Les troubles anxieux peuvent également être une des conséquences, ou les conduites addictives. Les notions sur les mécanismes biopsychologiques sont détaillées dans le guide de la MIPROF. Quel est le rôle de l'ostéopathe auprès des victimes et quand peut-il intervenir ? Le rôle de l'ostéopathe, ça va d'abord être d'identifier la présence de ces violences et de savoir quelle ampleur et quel caractère elles ont dans la vie de la victime. La chance d'un ostéopathe, c'est de pouvoir être vu en première intention, c'est-à-dire que les patientes qui pourront arriver en consultation n'auront pas forcément vu au préalable un médecin ou n'importe quel autre professionnel de santé, donc on a un rôle de détection dans la présence de ces violences qui n'a pas forcément été fait par quelqu'un avant nous. L'important dans l'identification de ces violences, c'est justement de ne pas passer à côté de la cause de la problématique pour laquelle la patiente consulte. C'est-à-dire qu'une patiente pouvant présenter des douleurs chroniques, une fatigue ou tous les signes cliniques dont on a parlé plus tôt dans cette vidéo ne doit pas être vue et revue sans avoir pu mettre en évidence l'origine de ces symptômes. Lors d'une consultation, comment l'ostéopathe peut repérer une femme victime de violences sexuelles ? La MIPROF introduit la notion de questionnement systématique dans la prise en charge des patientes pour pouvoir identifier plus facilement les victimes. Le questionnement systématique, c'est-à-dire que l'ostéopathe doit se laisser la possibilité de demander à chaque patiente si elles ont été victimes de violences. Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, tout simplement, avez-vous été victime de violences au cours de votre vie ? Ou bien, dans un cadre conflictuel, comment réagit votre conjoint à la maison ? Ces questions
de par leur aspect systématique, doivent être posées à tout le monde, tout simplement pour pouvoir favoriser la libération de la parole et que les patientes puissent se sentir en sécurité pour aborder ces questions-là. Ça peut être posé effectivement pendant l'anamnèse, ou bien, si les conditions ne s'y prêtent pas, un peu plus tard au sein de la consultation, si oui il y a, ou non il y a des facteurs qui peuvent nous laisser penser que ces problématiques de violence peuvent être là. Forcément, poser cette question de manière systématique relève quand même une question de la liberté de la parole de la patiente, qui peut être complètement anéantie si le conjoint ou une tierce personne est présente pendant la consultation. C'est pour ça qu'il sera nécessaire de toujours s'assurer que la patiente puisse avoir un moment seul à seul avec les ostéopathes pour pouvoir évoquer ou au moins répondre librement à ce genre de questions. Comment l'ostéopathe peut intervenir auprès d'une victime de violence conjugale ou sexuelle? Une fois que les violences que la patiente a subies ont été mises en évidence par le professionnel, il est très important de pouvoir réorienter la patiente. Ce n'est pas le rôle de l'ostéopathe de prendre en charge ces violences à proprement parler. Il va donc être nécessaire de pouvoir montrer à la patiente toutes les possibilités qu'elle va pouvoir avoir. L'ostéopathe peut rappeler les numéros d'urgence, des pompiers, de la gendarmerie ou de la police, ou bien encore parler du 3919, le numéro mis en place par le gouvernement pour les violences faites aux femmes. C'est un numéro qui est invisible sur les factures de téléphone ou sur les historiques d'appels et qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuit. Quel discours doit avoir l'ostéopathe face aux victimes lors de la consultation? L'ostéopathe n'est pas un juge. Une fois l'environnement créé pour que la victime puisse témoigner de ses violences, l'ostéopathe doit avoir une position bienveillante. Il ne s'agit pas de prendre parti dans les problèmes de la victime, mais de pouvoir lui donner les outils pour qu'elle puisse elle-même se lancer dans la démarche des plaintes. Il est important de pouvoir se placer en tant qu'écoute et de la mettre en confiance. On peut lui rappeler la définition de violence ou de harcèlement, on peut lui rappeler les chiffres qui indiquent qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Pour compléter cette attitude en cabinet, la MIPROF a créé 2 courts-métrages qui sont disponibles sur le site du gouvernement arrêtonslesviolences.gouv.fr pour pouvoir savoir comment se placer dans la situation d'un professionnel de santé face à une victime de violence. Quels outils vont être mis en place pour aider les victimes? En plus de recommander le questionnement systématique, les ostéopathes seront encouragés à délivrer une attestation professionnelle. Cette attestation écrite permettra ou non d'engager une action en justice. Une note explicative est bien entendu mise à disposition dans le guide de la MIPROF. L'ostéopathe devra absolument remettre l'original à la victime, en garder un double dans son dossier et en aucun cas il ne devra remettre ce document à une tierce personne. Sur cette attestation, on pourra trouver un compte-rendu de ce qui a pu se passer pendant la consultation. Compte-rendu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interprétation des paroles ou des faits ou des dires de la victime, mais tout simplement une citation, c'est-à-dire « j'atteste que », entre guillemets, et là on cite, c'est-à-dire première personne, j'ai été, je présente, et ainsi de suite. Quelles seront les retombées des travaux de la MIPROF? L'avantage de ce guide pédagogique, c'est qu'il va pouvoir permettre aux ostéopathes seuls en cabinet de pouvoir mieux identifier et de gérer les femmes victimes de violences, et de les orienter comme il se doit. Le guide pédagogique et cette attestation professionnelle ont également été validés par l'ensemble des composantes de la profession, tant par les kiné-ostéopathes que par les médecins ostéopathes, mais également les autres structures représentant les ostéopathes exclusifs, comme Ostéopathes de France, le ROF, l'Association française d'ostéopathie, ou encore la Chambre nationale des ostéopathes.